juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va plutôt parler avec non pas une triathlète, mais une cycliste, une ultra cycliste qui a déjà à son actif au moins une course longue dont on a reçu le fondateur sur ce podcast. Bon, voilà, je pense que vous avez bien compris, vous qui êtes des auditrices et des auditeurs attentives du podcast. On va parler de celle qui a bouclé la Race Across France, organisée par Arnaud Manzanini. Je suis très heureux de tendre le micro à Noélie Alexandre. Salut Noélie. Salut, comment ça va? Mais bien, et toi? Ouais, ça va super. Comme toujours. Pas trop stressé? Non, pas du tout. Je te sentais un peu tendu, tu vois, quand j'essayais de faire une présentation de toi. Non. Pas du tout. À aucun moment, je ne suis stressée. Bon. Du coup, je me présente, peut-être. J'allais te tendre le micro, tu vois. J'allais te dire, c'est la première question que je pose à tous mes invités. C'est dis-nous tout. Qui est Noélie Alexandre? Alors, Noélie Alexandre, c'est une sportive depuis toute petite. Donc, j'ai commencé à 4 ans et demi en jouant au tennis avec mon papa et mes sœurs. Après ça, j'ai fait pas mal de badminton. Donc, j'ai atteint quand même un niveau national en badminton. Je suis de la région bordelaise et j'ai commencé le triathlon en 2019. Et pour mes premières compètes, j'ai pas pu faire de course parce qu'on était en plein Covid. Je vois pas de quoi tu parles. Ma première course, c'était en septembre 2020. J'ai commencé le triathlon par un L. Ok. Que j'ai bouclé en 6 heures. Voilà, donc ma première course, c'était un half. Et après ça, j'ai eu un bébé, donc j'ai gardé que le vélo. D'où maintenant le profil plutôt cycliste. Alors, plus que triathlète. Et pourquoi le bébé a fait que tu as gardé que le vélo? Tu aurais pu garder que la course à pied ou que la natation? Parce qu'en plus, le vélo, c'est quand même le plus chronophage des trois, non? Ouais, tout à fait. Mais j'aime pas trop nager. Je pense que c'est pour beaucoup de triathlètes. Mais ouais, j'aime pas trop nager parce que j'ai commencé tard et que voilà, j'ai très peu expérimenté aussi, hein, on va pas se mentir, vu qu'il y avait le Covid, j'ai fait 6-7 mois de natation en tout dans ma vie. J'ai gardé que le vélo parce que c'est beaucoup moins traumatisant. Donc s'il y a des nanas qui écoutent le podcast, elles comprendront. J'espère que les hommes comprennent aussi. Mais la course à pied, c'est un peu plus traumatisant pour le corps et la reprise, voilà, après une grossesse et notamment un accouchement assez difficile. Donc voilà, j'ai gardé que le vélo parce que ça permet de s'évader. Moi, ça m'a permis de reprendre le sport très très vite après la grossesse parce qu'il n'y avait pas vraiment de contre-indication étant donné que c'était un sport qui est porté, donc aucun risque de blessure. Et puis c'est bon pour la santé, donc on peut rouler tous les jours et honnêtement ça fait du bien quoi. Et j'ai continué de rouler quand j'étais enceinte. Par rapport à la course à pied, c'était beaucoup moins traumatisant aussi. Et parce que mon conjoint préparait la Race Across France 2500 km pendant ma grossesse. Donc voilà, j'ai continué de rouler avec lui et j'ai pris plaisir à rouler longtemps et avec des gens. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers l'ultra distance. Donc il m'a un peu mise en appétit, on va dire, sur les longues distances avec cette RAF. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça, en fait. Après bébé, la vie s'arrête pas, hein. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit tout arrêter ou réduire son nombre d'heures d'entraînement ou de sport. Voilà, moi, j'ai continué en toute tranquillité. On a juste eu besoin de beaucoup s'organiser avec mon conjoint, puisqu'il a continué aussi, mais voilà, c'était un commun accord. Je comprends mieux maintenant. En fait, on pourrait dire qu'il t'a mis le pied à l'étrier, mais plutôt le pied sur la pédale, les deux pieds sur la pédale. Du coup, je comprends bien mieux pourquoi t'as opté plutôt pour le vélo que pour les deux autres sports du triathlon. Ton conjoint était donc déjà cycliste parce que s'il préparait la RAF 2005,
il devait quand même faire un peu de vélo avant, non? Non, pas du tout. Ah, c'est du jour au lendemain, En comme fait, ça, il s'est dit, allez hop, la raf. En fait, on s'est rencontrés au badminton et il a eu une grosse blessure au niveau du dos, donc il s'est fait opérer 2 fois du dos d'une hernie lombaire. Et après ça, il a dit je veux faire un sport un peu moins traumatisant pour le dos. Donc comme le badminton, c'est très asymétrique, il s'est dit je vais commencer un nouveau sport. J'ai des collègues qui font du triathlon. Ils me lancent au défi de faire mon premier Ironman dans 9 mois. Donc il s'est lancé à Nice en 2018. Et moi, donc, j'ai continué le badminton, mais je me suis dit, en fait, le vélo, ça peut être un bon moyen de faire du fond pour gagner en endurance sur les terrains. Et donc, je me suis acheté un vélo de route et je l'ai accompagné dans ses entraînements pour l'Ironman de Nice. Et voilà comment j'en suis arrivée à rouler. Donc, au bout de même pas 2 mois de vélo, je faisais déjà 100 kilomètres. Bon, j'ai galéré, hein. J'étais en gros hipo, mais c'est pas. J'avais aucune notion de la gestion de l'alimentation à cette époque-là, et je pense que c'est le nerf de la guerre, on va dire, l'alimentation. T'as raison. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que tu nous dis, t'as essayé. T'as pas forcément eu la bonne attitude ou les bons réflexes parce que tu connaissais pas. Et puis t'as appris. Alors on dit souvent que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je dis à mes enfants. Mais surtout, t'as appris en te prenant des hippos. T'as appris peut-être en te prenant des murs virtuels parce qu'en vélo, se prendre des murs, ça fait mal. Et puis je l'ai dit, tu as bouclé la RAF, donc on voit où est-ce que ça t'a emmené. On va revenir un petit peu sur tout ça. Tu me feras penser en off de demander le numéro aussi de ton conjoint, hein, parce que moi j'aime bien les histoires des gens qui se lancent dans le triathlon et puis commencent par un Ironman. C'est pas mal. Avec plaisir. Bon, mais en dehors de tout ça, bon, il y a eu la grossesse, mais il y a aussi une carrière professionnelle. T'es pas sportive professionnelle, t'es pas sportive de haut niveau, que ce soit en bad ou autre. T'étais pas destiné à faire des entraînements toute la journée, toute ta vie, pour pouvoir te mettre à faire du vélo, enfin à la base du triathlon, si le Covid n'était pas arrivé, et puis après du vélo. Tu nous racontes un petit peu comment tu trouves l'équilibre entre tout ça? Alors déjà, comme j'ai commencé le triathlon de zéro et que j'étais pas du tout une adepte de la course à pied ni du vélo, j'ai fait confiance à un entraîneur de suite pour éviter les blessures et commencer direct dans de bonnes conditions. Donc Loïc Lepoutre, que beaucoup de gens connaissent sûrement en ultra distance et surtout en triathlon. Noélie, tu m'as dit que tu n'avais pas encore écouté le podcast. Ce n'est pas bien. Loïc est passé nous faire un petit coucou dans le podcast. Je m'en doutais, il est partout celui-ci. Et donc, peut-être parce qu'il est efficace en fait. Ouais, c'est clair. Il est monstrueux. Et oui, j'ai de suite fait confiance à Loïc. Pour commencer le triathlon dans de bonnes conditions. Et en fait, clairement, je lui ai donné les clés pour m'entraîner. Enfin, je lui ai donné comment on peut dire. Carte blanche, quoi. Je lui ai fait confiance. Ouais, je lui ai donné carte blanche et je lui ai fait entièrement confiance pour m'accompagner à progresser au quotidien et pour gérer au mieux mon activité pro et perso. C'est de l'organisation. Donc j'ai pris des jobs en télétravail qui me permettaient d'avoir du temps libre et d'être plus facilement à la maison pour pouvoir partir m'entraîner entre midi et 2 ou le soir puisque j'avais pas de temps de trajet pour aller bosser. Donc ça a été hyper efficace et c'est ce qui m'a permis de m'entraîner au mieux, quoi. Donc le télétravail, c'était la révolution après le Covid et moi c'était pile poil dans la phase où j'avais besoin de m'entraîner un petit peu tous les jours, quoi. Et des fois de doubler mes séances quand je faisais du triathlon. Et du coup, Loïc, il t'a prise en charge que sur la partie vélo ou sur toute la partie triathlon? Tout le triathlon. Ok. Quand j'ai commencé en septembre 2019 et on faisait des sorties en course à pied et en vélo ensemble et après j'allais nager de mon côté avec un club de triathlon à part. Et voilà, après c'est lui qui définissait mes entraînements de course à pied et de vélo, qui a défini mes zones et tout ça. Donc il y a vraiment un suivi personnalisé et la gestion aussi de la charge d'entraînement.
qui était importante parce que comme je commençais de zéro, j'avais tout à apprendre et donc fallait définir un peu mes capacités de départ. Et donc voilà, j'avais pas envie d'être en surentraînement et risquer de me blesser. Donc j'ai entièrement fait confiance à Loïc pour m'accompagner sur cette partie-là. Je crois pas que tu nous aies dit pourquoi tu t'es lancé dans le triathlon. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es dit allez, je vais prendre une licence et puis je vais commencer par un L. Est-ce que c'était le défi de ton conjoint qui se préparait pour un Ironman et tu t'es dit allez, je vais l'accompagner et puis ça va être marrant ou c'était totalement autre chose? Mon conjoint, il a commencé à s'entraîner en 2017 pour préparer Nice en 2018. Et moi, donc à l'époque, j'avais 26 ou 27 ans. On va dire que j'avais de plus en plus peur de me blesser au badminton et je voyais que lui prenait plaisir à faire un nouveau sport et à se découvrir de nouvelles capacités. Et donc je me suis mise au triathlon comme lui pour ressentir ces choses-là, tu vois, de retrouver de la progression, de se dépasser, ça quand on n'est pas triathlète et qu'on dit qu'on pratique 3 sports en une seule discipline, souvent ça fait rêver les gens. Donc moi, quand mon conjoint m'a dit je vais préparer l'Ironman de Nice et en fait je l'ai accompagné à Nice et quand j'ai vu les émotions que ça me procurait, je me suis dit moi aussi j'ai envie de vivre ça quoi. Et encore mieux si on arrive à partager ça ensemble, on va pouvoir aller courir ensemble, faire du vélo ensemble et limite se challenger un peu l'un avec l'autre, mais voilà, c'était sympa de partager ça à deux quoi, vu que en plus ça prend du temps, donc autant le partager quoi. Ça me fait super plaisir que tu dises ça parce que tu vois, je t'avais amené sur le chemin du ton conjoint fait ça et peut-être que tu vas l'accompagner dans sa prépa, ça va être marrant. Et j'espérais que justement on arrive sur le non mais en fait je voyais qu'il prenait tellement son pied que moi aussi j'avais envie de prendre mon pied, puis tant qu'à faire autant qu'on le prenne à deux. Et ça me fait plaisir, c'est l'essence même de ce podcast là, c'est inciter les gens qui s'y sont pas encore mis à devenir triathlètes et puis ceux qui y sont déjà, peut-être des fois de leur rappeler pourquoi est-ce qu'ils se sont mis au triathlon. C'est ça. Bon, malgré tout, post-Covid, une première course. Donc un L, un Alpha Ironman, c'était où? C'était en Gironde, à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Libourne, donc le Frenchman de Libourne. Et un beau parcours. C'était en septembre. Il faisait encore une chaleur pas possible à cette époque-là. Donc la natation s'est hyper bien passée parce que comme je disais, j'ai fait à peu près 6-7 mois d'entraînement natation. Après il y a eu le Covid et toutes les piscines ont fermé. Donc j'avais réellement 6-7 mois d'entraînement et ce qui m'a beaucoup aidé dans ce triathlon là, c'est qu'on nageait dans le lac des Daguets pour ceux qui connaissent et en fait c'est un lac qui est aménagé pour l'aviron. Donc en fait, je n'avais qu'à suivre les lignes d'eau de l'aviron et en fait j'avais pas besoin de lever la tête pour regarder où j'allais et en plus je bénéficiais de l'aspiration de ceux qui étaient devant moi parce que j'ai laissé partir quand même les gens au départ pour pas me prendre des coups et pas trop être perturbée par le départ et donc après je n'avais plus qu'à suivre le mouvement, la ligne d'eau que je voyais clairement sous l'eau et donc voilà, on faisait une boucle. Sortie de l'eau, je gère bien, comme je peux la transition. Et je pars en vélo, donc il y avait 93 kilomètres exactement, avec un peu plus de 600 D+. Je les boucle en 3 heures. J'étais trop contente. Ça fait une bonne moyenne. Hein. Très très gros vélo. Et donc c'est là aussi que je découvre ma capacité à rouler bien et vite. Et longtemps. Ouais. Et puis après, je pars en course à pied. Bon, il faisait 35-40 degrés en plein soleil. Il n'y avait pas d'ombre du tout le long du lac. Et du coup, je fais le semi en 2h15. Donc, grosse explosion. Mais je finis en 6 heures ce premier triathlon que j'ai préparé un peu à l'arrache. Sur l'été qui précède, je dis à Loïc, tu crois que je peux faire un triathlon au mois de septembre là, je vois qu'il y a le Frenchman à Libourne. Est-ce que tu penses que c'est jouable
vu que je n'ai pas fait de la saison, j'ai pas fait de course et tout. Il me dit, oh, mais c'est bon, t'es largement prête. Et je lui dis, bon, je fais le M ou le L? Il me dit, bah, le L. Genre, il pousse à la performance, hein. Et en vrai, j'étais. Heureusement qu'il n'y avait pas le XL dans tes choix. C'est clair. Non, mais en vrai, j'ai bien géré le truc et c'est très bien passé. Donc, je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi, faire confiance au coach aussi parce qu'il du coup il me connaissait maintenant au bout d'un an de coaching et voilà, il savait que j'en étais capable. Waouh. On va revenir un petit peu après sur peut-être cette relation et tout ça, mais souvent j'échange avec des gens qui font leur premier triathlon et qui me disent à un moment, surtout sur la course à pied, je me demande mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et tu arrives au niveau de la ligne, avant de passer le premier pied, tu te dis plus jamais. Et puis entre le premier et le deuxième pied, tu es déjà en train d'imaginer la prochaine inscription que tu vas faire, tellement en fait tu te rends compte que tu as pris un pied énorme. Toi, est-ce que ça t'a fait ça? Est-ce que tu t'es dit, une fois que tu as passé la ligne, bon allez, le prochain ce sera celui-ci ou celui-là? Ou au contraire, tu t'es dit, je sais pas? Oui, ça m'a donné goût à la compétition, à la course, au triple effort, vraiment en compétition. Mais je ne me suis jamais dit, même si j'en chiais, je me suis jamais dit mais qu'est-ce que je fous là ou pourquoi je fais ça ou en fait j'ai jamais remis en question ce pourquoi je faisais cette course ou pourquoi j'étais là parce que en fait même si on est dans un moment difficile donc moi j'étais sur mon semi-marathon en plein cagnard. À un moment donné, même au ravito, il y avait plus d'eau, donc obligé de passer un tour sans eau. Non mais c'est pas grave. À Bordeaux, il y a du pinard. Et malgré ça, en fait, je me suis dit, bah, j'ai quand même pas fait 1,9 km de natation et 93 km pour abandonner maintenant, déjà. Donc, en fait, quitte à être là, bah, autant le finir. Et j'ai jamais pensé à abandonner parce que, en vrai, déjà, ce serait un manque de respect envers moi, un manque de respect envers mon entraîneur qui a donné beaucoup pour que j'en arrive à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah, attends, c'est mon premier L. Bah, je vais le finir. Même si je fais un temps de merde, en vrai, ça me donne un temps de référence et ce sera que du plus pour l'améliorer plus tard. Donc voilà, je suis pas du tout dans cette optique. Je suis de nature positive et en fait, même sur la 1000 km de la RAF, même si j'étais dans des moments difficiles, bah jamais et je me refuse de dire mais qu'est-ce que je fous là? Et je sais que c'est fréquent les gens qui se posent cette question. Bah ça arrive. Mais tu vois, encore une fois, je suis super content de ton état d'esprit, de ton retour. Et puis j'espère que ça va inspirer celles et ceux qui nous écoutent. Et puis soit qui se sont pas encore mis à leur tri, soit qui sont à deux doigts de commencer leur premier triathlon, soit même qui en ont déjà fait plein et puis qui se disent à un moment, bah qu'est-ce que je fous là? Et en fait non, tu peux pas penser qu'est-ce que je fous là. Déjà tu y es parce que c'est toi qui l'as voulu. Hein. Rarement on prend un départ avec quelqu'un qui te met un couteau sous la gorge ou qui te braque avant de partir. Et puis et j'ai envie de dire la performance n'est pas que dans le temps réalisé, mais c'est aussi la performance dans le fait de dépasser à un moment donné cet état d'esprit de vouloir arrêter. C'est se surpasser en se disant tant pis, je fais un temps de merde, c'est comme ça, c'est pas mon jour où il y a eu telle ou telle condition qui m'ont fait aller puiser encore plus loin, mais c'est pas grave. En fait, j'apprends. Et je vais aller plus loin, quoi. Donc c'est un step à passer. Et moi, tous ceux qui abandonnent, bah je trouve ça dommage parce que ça donne pas une mauvaise image du sport et de l'envie de faire en fait, de se dépasser. Ouais. Bon après, il y en a qui abandonnent sur blessure, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que ceux qui abandonnent sur le fait. Non mais une fracture du moral, c'est pas possible, quoi. Elle est pas mal cette expression, une fracture du moral. Tiens, je la garderai. J'espère qu'il n'y a pas de copyright là-dessus. Non, je sais pas. Et malgré tout, t'as pris ton pied, tu t'es jamais demandé ce que tu foutais là, mais t'as pas persévéré dans le triathlon. Eh ben oui, parce que donc septembre 2020, je fais mon premier L. Et là, on repart donc dans des entraînements hivernaux, tout ça. Je continue le triathlon. Et puis là, janvier 2021, un bébé arrive. Enfin, un bébé arrive. Enfin, un bébé sonne à la porte, quoi. Il n'était pas encore arrivé. S'installe. Donc, la saison 2021 se retrouve
compromise. Donc, c'était le bon moment pour faire autre chose, accueillir ce bébé et voilà. C'est une autre aventure d'ultra distance qui s'est installée dans notre vie, quoi. Je sais pas si tu as remarqué la similitude. Tu as dit que quand tu t'es mise au triathlon et ta première prépa, ça a duré 9 mois. Il y a un truc quand même. 9 mois pour la prépa du premier tri. Juste après, tu continues l'entraînement. Puis hop, tu tombes enceinte et là, tu as encore 9 mois avec un petit polichinelle dans le tiroir. C'est ça. Et 9 mois après, je faisais ma première course de vrai ultra. Enfin, vrai. La RAF 300. Ouais, c'est une vraie ultra. Hein. Ouais. Donc toi, c'est des cycles de 9 mois, c'est des grossesses quoi. Une grossesse pour le triathlon, une grossesse pour le bébé, et puis une grossesse pour accoucher de ton nouveau statut d'ultra-cycliste. C'est ça. Et comment tu justement une fois que tu es enceinte, une fois que tu sais que la saison 2021 elle va être compromise parce que tu veux accueillir dans les meilleures conditions ton bébé, à quel moment tu te dis tiens finalement je vais peut-être pas refaire du tri, mais par contre je vais faire du vélo et puis je vais fixer cet objectif-là qui sera la RAF et après le format à définir, quoi. Yes. Comme je le disais plus tôt, je tombe enceinte en janvier 2021 et Xavier préparait la RAF 2500 en juillet 2021. Et donc je l'ai accompagné dans sa prépa, je roulais avec lui, on partait faire des 5 heures de vélo, j'étais déjà à 5 mois de grossesse et on roulait ensemble pendant 5 heures. Donc je l'ai accompagné en fait dans sa préparation et surtout pendant la course, je l'ai soutenu et en fait c'était un peu aussi ma course parce que je sais pas, on avait un truc vraiment particulier d'échange et j'étais son soutien, lui il faisait du sport que moi je pouvais pas faire non plus comme lui et il préparait surtout la course de sa vie, quoi. 2500 kilomètres à travers la France, c'était l'expérience la plus dingue en termes de sport qu'il ait pu faire et donc ça m'a donné aussi cette envie de faire du vélo longue distance et de me mettre à cet effort-là parce que quand il est revenu de cette course, il m'a raconté tout ce qu'il avait vécu, les gens qu'il a rencontrés, ce qui lui est arrivé, comment il a géré les galères, comment il a géré simplement ses besoins physiologiques. Et en fait, je me suis dit, mais c'est excellent, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc, aussitôt après avoir accouché, 3 semaines après, les inscriptions pour la RAF sortaient. Et je m'étais dit, en fait, l'année prochaine, c'est mon tour. Je ferai une RAF. Et donc, j'ai commencé par le plus petit format, histoire de reprendre tranquille quand même. Mais donc, quand les inscriptions sont sorties, j'ai pris direct mon dossard parce que ça me donnait aussi l'objectif de revenir le plus vite possible et me remettre au sport le plus rapidement possible après la grossesse. Parce que tout au long de la grossesse, je m'étais dit, je fais attention, je continue de faire du sport, de m'entretenir, parce que la grossesse c'est pas une maladie et du coup, on peut continuer de courir, rouler, nager. Et donc j'ai pris mon dossard pour la 300. Au final, c'était 370 kilomètres. C'est pas rien, quand même. 70 kilomètres en plus. Avec 6005 de plus. C'est clair que si t'es sur 1000 bornes, 70 de plus, ça fait un peu mal, mais bon, c'est minime. Sur 370, ça fait déjà presque un tiers de plus, quoi. C'est ça. Avec 6005 de D+. Et donc, je me suis remise à l'entraînement. Mon fils avait 3 mois. Et puis, quand je l'ai faite, il avait 8 mois. Et voilà. Je me suis lancée. Et j'avais envie de reprendre rapidement un rythme d'entraînement aussi, une discipline, de l'engagement, du dépassement de soi. Et j'avais aussi envie de me retrouver dans mon corps. En fait, mon corps m'avait pas appartenu pendant 9 mois. J'avais envie de retrouver mes capacités. Et puis voilà, donc ça m'a aussi obligée à me remettre en selle. Oh, joli, en selle. Vélo, tout ça. Et là, quand tu as cette, entre guillemets, révélation, quand tu as cette envie de signer pour la RAF, tu rappelles Loïc pour lui demander de t'encadrer aussi ou tu vas chercher un autre entraîneur ? Ah non, je reste avec Loïc. Déjà, Loïc, il est sur Bordeaux.
moi aussi. Et du coup, on partage des entraînements le dimanche matin. Donc, on fait des sorties longues le dimanche matin. Et puis Loïc me connaissait déjà. On est totalement en phase sur nos vies respectives. Enfin, j'aime sa façon de vivre. Je sais qu'il m'accompagnerait du mieux possible. Quand je lui ai annoncé la grossesse, il était tellement content pour moi. Enfin, il m'a dit, bah, je continue de te coacher. Enfin, c'est pas parce que t'es enceinte qu'on arrête les entraînements. Tu fais ce que tu peux, ce que tu veux. Mais en tout cas, je serai toujours là. Et en fait, quand je l'ai signé pour la RAF, je lui ai dit, bon, quand c'est qu'il faut que je reprenne les entraînements sérieusement pour ce 300. Et il m'a dit, bah, fin janvier, c'est bien. Donc, remets-toi tranquille de ta naissance. Ça m'a permis de faire la rééducation du périnée et tout ça. Et en fait, j'ai repris l'entraînement fin janvier et tout s'est hyper bien passé. Donc, on a fait un genre de rétro-planning avec tout ce que j'allais devoir faire. Et voilà, ça s'est super bien passé. Bon, Loïc, épisode 321, ça fait presque tout juste un an qu'on l'a diffusé, en janvier 2023. Et je vous invite à aller réécouter. Au-delà de tout ce que dit Noélie, vous sentirez bien effectivement que c'est un mec juste génial et passionné par son activité d'entraîneur. J'ai plus envie de dire presque d'accompagnateur que d'entraîneur. En fait, il a un rôle assez global parce que comme il était kiné à la base, il a cette vision globale de l'anatomie et du risque. Donc en fait, lui, tout ce qu'il cherche, c'est éviter le risque de blessure. Enfin, j'espère, Loïc, que tu m'en voudras pas de dire ça parce que je sais pas si c'est réellement. Non, mais c'est ce qu'il disait, donc oui. Mais en vrai, je savais que j'étais entre de bonnes mains en reprenant après ma grossesse. Je savais que il jouait la progressivité. Donc, j'allais pas revenir sur 10 heures d'entraînement par semaine. On a commencé par, enfin, je dis on, j'ai commencé, mais il m'a prévu 3 heures. Après, c'était 4 heures, 5 heures. Et au fur et à mesure, les heures augmentaient. Et en fait, j'avais une totale confiance en ses compétences. On va pas forcément revenir sur la 370, ouvrez les guillemets, postpartum, comme tu dis, c'est super bien trouvé, j'aurais peut-être pas osé, mais je voulais revenir sur ce qui s'est passé après. Donc tu boucles cette Race Across France de RAF, de petit nom, 370, et puis qu'est-ce qui se passe après? Bah après, je me dis, mais waouh, c'est génial, enfin, je veux faire plus en fait. Je veux faire plus. J'avais en tête ce que Xav avait fait, là, les 2500 kilomètres, et je m'étais dit, mais moi aussi, j'ai envie de réaliser ça, mais peut-être pas direct après l'accouchement. Donc, j'y suis allée progressive. Donc, j'ai commencé par 300. Et après les 300, je me suis dit, bah, vas-y, let's go, je fais 500 ou peut-être 1000. Et donc, j'en parle avec Loïc et il me dit, mais large, l'année prochaine, tu peux faire 1000. Enfin, c'est jouable largement, quoi. Donc, je continue de m'entraîner toute l'année, même si j'avais plus d'objectifs jusqu'à un an après. Et en fait, je pose des objectifs petit à petit dans l'année, dans la saison. Donc, un 350 en mars. Donc, on parle de début 2023 pour préparer les 1000 en juin. Puis 500 en mai, je crois. Avril. Et puis voilà, des stages, et puis tout ça pour préparer les 1000 kilomètres. Mais en fait, j'avais envie d'allonger la distance. Et je sais pas, il y a un truc un peu particulier avec ceux qui dépassent 24 heures de vélo. Donc Loïc m'avait dit, le jour où tu dépasseras 24 heures de vélo, enfin sur une course ou 24 heures d'affilée, bah ton corps va changer. Enfin, tu vas apprendre un truc. Tu vas acquérir de nouvelles compétences et ton corps va se rappeler à chaque fois que tu vas vouloir faire une longue distance, bah ton corps il va se rappeler de l'effort précédent que tu as fait, même si ça fait un an que tu l'as pas fait, il va se dire ah ben ouais, c'est bon. Puis je suis rodée, je sais de quoi je parle. Et en fait, je voulais pas passer à 2500 direct parce que je connaissais pas du tout mes capacités à déjà rouler de nuit, passer 24 heures sur un vélo. Enfin, c'est un autre effort, quoi. Donc voilà, je voulais, dans la même démarche que Loïc, être progressif dans mon effort et dans mes distances. Bon, et donc là,
Loïc te prépare, on l'aura bien compris, admirablement bien. C'est marrant ce que tu dis ce que lui dit et ce que tu rapportes sur le plus de 24 heures. Moi, cet été, j'ai traversé la France en courant, donc c'est un peu une rafle, mais sur plusieurs jours, c'était beaucoup plus long qu'en vélo, et j'ai pas fait ce cycle de 24 heures parce que je m'arrêtais chaque fois le midi pour manger et puis le soir pour dormir et je repartais le lendemain. Mais même si Alors oui, je dis 24 heures, mais c'est pédaler, manger, dormir et recontinuer au bout d'une journée. Enfin, c'est d'avoir vécu 24 heures sur le vélo et s'être arrêté, tout ça, faire ouais, ce que tu as fait en course à pied. Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit justement sur le fait que le corps se souvient. Là, plus de 8 mois après mon arrivée, j'ai un petit peu du mal à reprendre, à me remettre dans une activité régulière. Malgré tout, quand je me dis allez, aujourd'hui je vais me faire une sortie de 25 bornes, bah au début les 15 premiers, t'es en mode diesel, t'as un petit peu du mal, mais après le corps se souvient et ça revient. Et t'as l'impression effectivement que ça switch à un mode endurance. Au début t'étais dans le dur, puis d'un seul coup, hop, tiens, le flow est là, tu te sens bien, t'es exactement comme il faut, puis tu finis tout frais. Et donc ça, tu l'as connu pendant, j'imagine, la RAF 1000, mais aussi peut-être un petit peu avant aussi sur la préparation, sur les 500 bornes par exemple, parce que les 500 bornes, tu les as pas claquées dans la journée. Bah, j'ai mis 27 heures. Donc t'avais déjà dépassé ce 24. Ouais, mais j'ai pas dormi. En fait, sur ces 27 heures de course, j'ai pas fait une nuit, j'ai pas fait de vrais repas. J'ai été le plus vite possible, mais sans vivre ce que pouvait être ce que j'appelle un vrai ultra. C'est vivre le quotidien sur un vélo, être en itinérance et passer une nuit dehors. Dormir quelque part, repartir, déjeuner, manger, refaire une nuit dehors. Enfin, c'est rentrer dans cette routine de vie sur le vélo et voilà, de devoir gérer tous ses besoins physiologiques, sommeil, nutrition, tout ça, quoi. Bon bah venons-y justement à cette RAF 1000 km. Comment tu l'abordes au moment où tu es au départ? Est-ce que tu es sereine? Loïc est là et te dit allez, tranquille, ça va bien se passer, détends-toi, ou au contraire, toi t'es flippé comme pas possible, comme juste avant la piqûre de péridurale, avant l'accouchement? Wow. Alors, habituellement, quand je rentre en compétition, je suis hyper stressée parce que j'ai peur de l'effort, j'ai peur de perdre. Et ça, je fais le parallèle avec le badminton. C'est aussi ce qui m'a fait arrêter le badminton. C'est que c'est un sport qui est ultra frustrant parce que on peut avoir un jour sans et alors qu'on s'est entraîné comme un ouf, comme une ouf, pendant des semaines. Et en fait, on arrive en compétition et je sais pas, on est fatigué, on n'a pas assez de concentration. J'ai jamais réussi à trouver réellement ce qui faisait qu'on faisait un non-match. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé d'hyper positif et ce que j'adore avec le vélo, c'est que quand j'arrive le jour de la course, j'ai zéro stress. Parce que je me suis entraînée comme il fallait. J'ai passé les étapes qu'il fallait pour préparer mon corps à cet effort. Et plusieurs semaines avant, on prépare un peu ce qu'on va mettre dans ses sacoches, qu'est-ce qu'on va emmener, quelle stratégie nutrition on va avoir. On connaît le parcours. En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises quand on arrive sur un ultra. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est que il y a plus qu'à rouler. Et en fait, c'est que du plaisir, quoi. La vraie difficulté, c'est à l'entraînement. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ressentent ça, mais une fois que tu sais que tu as bien bossé à l'entraînement, tu sais que la course va être facile. Et donc moi, j'ai zéro stress la veille du départ. Le jour du départ, j'ai pas de stress parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mes sacoches, j'ai tout préparé, mon corps est prêt parce que je me suis entraînée pendant des mois. Et mis à part des gros problèmes de digestion ou d'insolation, il peut rien m'arriver d'autre en fait. Donc, je suis hyper sereine au départ. Et pour répondre à ta question, Loïc s'est lancé plusieurs jours avant sur la 2500, donc il n'était pas avec moi au départ. Mais par contre, je sais qu'il avait confiance en moi, je sais qu'il savait que j'allais réussir ces 1000 kilomètres. Donc voilà.
J'avais pas besoin de plus d'encouragement que ça. Bon, et ton conjoint, du coup, était là pour faire l'assistance ou t'avais une autre team? Pas du tout. Il était aussi sur la 2500. D'accord. Il était parti quelques jours avant sur la 2500. Bon, donc tout le monde est sur la RAF, toi sur la 1000, Loïc et ton conjoint sur la 2005. On peut rentrer un petit peu plus deep dans cette Race Across France 1000 km. Tu l'as dit, tu as tout préparé avant, la stratégie nutritionnelle, la stratégie vitesse, puissance, machin, etc. La stratégie peut-être sommeil aussi, parce qu'une RAF 1000, tu vas nous le dire, mais ça se fait pas en une journée, hein. Il faut quelques temps, quelques jours. Par quel conseil tu commencerais si quelqu'un s'engageait là-dessus? Waouh, question super compliquée, ça dépend de chacun. Ça dépend un peu du bagage qu'on a d'avant, si on commence tout juste le vélo ou pas. Non, mais allez, je vais préciser un peu. Disons que pour cette Race Across France, toi, quelle a été la stratégie nutritionnelle? Allez, on commence par ça. Yes. Alors du coup, j'ai testé pendant plusieurs mois plusieurs types de bars et de ravitaux, des compotes. J'ai adoré les compotes parce que c'est facile à digérer et ça peut s'emmener partout. Il n'y a pas trop de risques sanitaires avec les compotes. Et puis après, je me suis rapprochée d'une amie qui fait de la stratégie nutrition et j'ai découvert une marque qui m'a bien bluffée. Parce qu'elle apporte pas mal de vitamines et de minéraux et comme on va beaucoup taper dans nos ressources, bah moi ça m'a beaucoup aidé pour pas avoir de fringales et de coups de barre quoi. Donc voilà, j'ai étudié ça, j'ai testé parce que tout dépend de chacun aussi. Il y a des choses qui marchent pour certains, qui marchent pas pour d'autres. Et donc le tout c'est de tester à l'entraînement plusieurs choses. Donc à la fois des choses salées, des choses sucrées. Euh, je me rappelle, ça me fait rire parce que c'était ma première expérience, mais sur mon premier 300 de 2023, 2022. je fais la non 2023, enfin 350 plutôt. Ah oui, pardon. sur la prépa, pas sur la RAF. Ouais, sur la prépa de la 1000. Ouais. Je fais la Gravelman dans le Morbihan avec Juste à trois côté de autres. Bordeaux. Non, mais par contre, c'était à peu près le même temps, tu vois. Ok. On était bien dans les mêmes conditions qu'à l'entraînement. Donc grosse pluie, des orages, beaucoup de vent. Enfin, et au bout de 150 km, on s'arrête. J'étais avec donc 3 gars. Et j'ai suivi sur 150 km et puis au bout d'un moment, bah, on n'a pas les mêmes besoins physiologiques. Moi, il fallait que je mange, quoi. Il fallait que je mange salé. Donc on s'arrête dans une boulangerie et là, je prends un sandwich jambon beurre. Et ben, il m'a fallu 50 km pour revenir de mon hyporéactive. Donc plus jamais de jambon, plus jamais de sandwich trop glucidique, enfin trop. Marc, c'est impressionnant parce que c'est pas la première chose qui vient en tête quand on parle d'hyporéactionnel. On pourrait se dire, t'as pris du miel, t'as pris une compote ultra chargée, t'as pris, je sais pas, une pâte de fruits. Non, toi, c'est juste juste entre guillemets un sandwich jambon beurre. Bah, le pain blanc en fait. Ouais. Le pain blanc, ça m'a tué. Donc maintenant, voilà, j'essaye de prendre des glucides en continu. Donc sur le vélo, ça c'est hyper important pour ceux qui se préparent à un long effort. Qui se connaissent pas trop pour éviter les fringales et les pics d'hypoglycémie réactive, bah vaut mieux manger en continu sur le vélo et manger des choses. Alors moi je suis pour les glucides pendant l'effort. Je sais qu'il y en a qui prennent le régime cétogène, mais il y a pas mal d'avis différents. Donc après chacun teste ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Bah, tu l'as dit, tout le monde est différent, quoi. Donc, il faut tester. Et ça, on le rappelle aussi dans le bouquin Devenir triathlète, on ne teste rien en compétition. Hein. À l'entraînement, on fait tout ce qu'on veut, mais pas en compète. Donc, vous partez pas surtout sur une RAF, qu'elle soit 370, 1000 ou 2005, en vous disant, tiens, aujourd'hui, je vais tester un nouveau gel, une nouvelle barre ou un sandwich jambon beurre. C'est clair. On peut avoir des surprises, des problèmes de digestion. Et surtout, ce qu'il faut pas négliger, c'est l'hydratation. Parce que, mis à part
l'alimentation et le fait d'avoir de l'énergie, faut quand même compenser les pertes hydriques. Et donc, c'est hyper important de boire en continu. Donc ça, je l'ai appris depuis que j'ai commencé le triathlon. Mais c'est encore plus vrai en hiver. On ne pense pas trop à boire, mais en hiver, c'est hyper important parce que le corps, pour contrecarrer le froid, il a besoin de puiser encore plus dans les ressources. Et donc, il va produire aussi... il va consommer beaucoup plus d'eau qu'en été. Ouais, et c'est encore plus vrai en hiver quand il pleut. Et même en hiver, quand il pleut et quand on nage, c'est pas parce qu'on est en plein milieu de la flotte et qu'on en prend plein sur la tronche qu'il faut pas s'hydrater. Au contraire. C'est ça. Donc ça, c'était sur la partie nutritionnelle, on a compris. T'as étudié ça, t'as analysé ça, t'as testé ça, tu as validé, test and learn. Ça rejoint peut-être aussi ton job, designer, PO, etc. Bref, ça c'est un autre sujet. On invitera les auditrices et les auditeurs à aller regarder ton compte LinkedIn. Test and learn, validé, ça c'est sur le nutritionnel. Tu nous as parlé de bars d'ailleurs. Tu peux citer les marques, donc si tu veux rendre hommage aussi bien à ta copine qui fait des conseils nutritionnels ou même à la marque qui t'a bluffé, n'hésite pas. Yes, ou alors je conseille les gens de venir directement m'en parler s'ils sont intéressés. Aussi, si tu es ouverte à la discussion, avec plaisir. Yes. Ouais, avec plaisir. Donc ça c'est sur la partie nutritionnelle. Sur la gestion du sommeil justement, parce qu'on l'a pas dit, mais ta RAF 1000 km, ça t'a pris combien de temps déjà? Alors, mon temps officiel, c'est 3 jours et 17 heures. Mais il s'est écoulé quasiment 5 jours. Enfin, 4 jours et demi, quoi. On a été stoppé en pleine course pour des orages. Donc, on a pris 12 heures de stop parce que la course était neutralisée à cause des orages. Mais c'est du temps qui a été déduit de notre temps final. Et donc, 3 jours et 17 heures, j'ai fait donc 3 nuits de 3 heures. C'est pas des nuits, c'est des siestes. Et ouais, c'est des siestes, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai essayé de respecter mon rythme physiologique. Je dormais quand il faisait nuit, en fait. J'ai pas réussi, moi, à dormir la journée. De toute façon, j'avais pas sommeil parce que je pense que je m'alimentais bien et j'étais arrivée pour la course bien reposée. Je pense que les mois qui précèdent, il faut quand même avoir emmagasiné beaucoup de sommeil pour éviter d'avoir trop tiré sur la corde pour la course, quoi. Et je pense pas qu'il faille s'entraîner à peu dormir. Justement, c'est une hérésie, je pense, de mettre son corps à l'épreuve en se disant je vais m'entraîner en dormant peu ou alors en dormant que 3 heures. En fait, non. J'ai appris ça aussi pendant la grossesse en me disant c'est pas grave si je dors peu. De toute façon, je vais avoir un rythme décalé avec mon bébé qui va pleurer tout le temps. En fait, il se trouve que mon bébé a fait de suite ses nuits. Donc, j'ai eu une chance folle. C'est qu'il faisait 12 heures d'affilée quasiment de sommeil avec quelques réveils pour téter, mais voilà, c'est tout. Et donc, au final, j'ai pas été en déficit de sommeil avant l'épreuve. Donc, voilà, je conseille à toutes les personnes de bien se reposer, faire le plein d'énergie, bien manger, bien dormir. C'est hyper important. Et donc, les nuits se sont passées. Moi, j'avais prévu de dormir à la Belle Étoile. Parce que j'avais pas forcément les moyens de me payer des chambres d'hôtel à 70 € la nuit pour y dormir que 2-3 heures. Et j'ai eu la chance sur la route de croiser à chaque fois quelqu'un avec qui partager une nuit d'hôtel ou une maison qu'on a pu louer à plusieurs. Et en fait, ça s'est fait comme ça sur la route. J'avais jamais prévu à l'avance où j'allais dormir, mais j'avais quand même un petit matelas et un bivy sur moi pour pouvoir me poser en cas d'urgence. Si par exemple en pleine descente, je sentais que je piquais du nez, j'avais de quoi me poser à tout moment. Parce que donc quand j'ai fait mes premiers 300 km de la RAF, on doit faire les 300 en moins de 24 heures. Donc pas le choix. Moi, j'avais vraiment pas le temps de dormir vu l'allure à laquelle je roulais. Et donc, sur les coups de 5 heures du mat, j'étais en pleine descente sur les derniers cols avant d'arriver sur Mandelieu. Et là, en fait, j'étais vraiment très fatiguée. Ça faisait 19 heures ou 20 heures que je roulais et
je me voyais m'endormir en pleine descente. Donc en fait, je me suis arrêtée. J'ai posé mon vélo. J'étais sur des graviers. En fait, j'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter à cet endroit-là. C'était le seul endroit où il y avait de quoi se poser. Et je me suis allongée 5-10 minutes. Mais j'étais tellement mal installée que j'ai un peu regretté de m'être posée parce qu'au final, ça m'a pas servi à grand chose. Par contre, le fait de s'arrêter, de couper sa vue avec la route, bah, quand je suis remontée sur le vélo, ça m'a fait un genre de reboutage et je suis repartie jusqu'à atteindre une boulangerie qui serait ouverte et j'ai pris un café et après j'ai pu finir sur les coups de 7 heures du mat, je suis arrivée à Mandelieu, quoi. Mais voilà. Donc pour la 1000 km, j'avais prévu mon matelas au cas où je sois obligée de m'arrêter de toute urgence parce que je m'endormais sur la route. T'as pas fait une périphage. C'est vrai que je disais qu'on n'avait jamais reçu d'ultra cycliste féminine, parce qu'en fait, Perrine, tu la classes pas dans l'ultra cycliste, tu la classes dans l'ultra tout en fait. Et c'est vrai qu'elle nous racontait que, je sais plus sur quelle course c'était. Je me demande si c'était pas une RAF justement. Elle était juste tombée du vélo. Elle roulait tellement lentement qu'à un moment, son corps s'est éteint, il s'est mis en pause et puis elle est tombée avec le vélo et elle a dormi sur le bord de la route pendant quelques minutes. Mais non, tu nous as pas fait une périphage. Non. En vrai, peut-être qu'il y a ça aussi de différent entre nous deux, c'est que moi j'avais un bébé qui m'attendait à la maison, donc je ne peux pas me permettre de prendre ce risque-là. On a fait la stratégie nutritionnelle, on a fait la stratégie stop / bivouac / logistique. En parlant de logistique d'ailleurs, t'es parti avec quoi avec toi? Donc tu nous as dit un petit matelas et un bivy, ça c'est pour dormir, mais en termes de matos, de réparation, t'as pris des chambres, t'as pris alors est-ce que c'était des chambres, est-ce que c'était des boyaux, t'as pris du matos pour réparer ou tu t'es dit je trouverai bien sur la route, t'as pris une roue de secours, t'es parti comment? Oh oui, bien sûr, j'avais la caravane entière avec moi. Ça marche. Non, en fait, comme on traversait quasiment tous les Pyrénées, toutes les Alpes, c'est juste à côté, c'est pareil. Non, mais par contre, moi, je vais souvent dans les Pyrénées, donc c'est pour ça que je fais l'amalgame. Non, en fait, on est obligé d'avoir tout sur nous pour pouvoir réparer et être autonome parce que effectivement, quand on est en pleine montagne, on ne trouve pas un magasin de vélo aussi facilement. Et encore, je suis même pas sûre d'en avoir croisé un sur 1000 km. Ou alors j'ai pas fait attention, trop la tête dans le guidon. Moi, je pense que c'est parce que t'as pas fait attention, parce qu'en réalité, je suis sûr qu'il y a plus de petits magasins en campagne, de petits magasins de vélo en campagne qu'on peut en avoir dans les grandes villes. Mais j'avais trop la tête dans le guidon, je peux pas te dire. Et du coup, de quoi changer? Donc j'avais 2 ou 3 chambres à air. J'avais un dérive chaîne avec une attache rapide de chaîne au cas où je pétais un maillon. J'avais forcément une pompe, des cartouches pour regonfler mes pneus, des rustines. En fait, il y a un pack, il y a un kit un peu obligatoire à avoir avec nous qui fait partie des choses qui sont vérifiées avant le départ de la course. Et donc, il faut absolument les avoir. Et si on les a pas, on peut se faire contrôler pendant la course sur les bases de vie ou même. Et si on les a pas, on peut prendre des points de pénalité parce que c'est des choses qui sont hyper importantes. J'avais 2 couvertures de survie. Ça fait partie aussi des choses obligatoires pour la RAF. J'avais quoi? Une réserve de nourriture. J'avais 2 bidons de 900 millilitres. J'avais quoi? Des couverts qui prenaient pas beaucoup de place et qui étaient assez légers. J'avais des vêtements chauds pour s'il pleuvait ou s'il faisait très froid en haut d'école et surtout pour descendre. Des vêtements imperméables, donc toujours pareil en cas de pluie et pour les descentes. Et j'avais pas de fringues de rechange. Parce que on part à l'aventure et tout ce qu'on prend avec nous, on doit le porter et donc ça fait du poids en plus pour grimper l'école et donc voilà, j'avais pas fait ce choix-là. Je m'étais dit je me changerai sur les bases de vie, ce que j'ai fait et voilà, je suis partie avec un seul cuissard sur moi, un seul maillot, une seule brassière
Et voilà, hein, une paire de chaussettes et basta. D'ailleurs, quand j'allais à l'hôtel ou que je partageais des maisons avec d'autres coureurs, ben je n'avais pas de fringues de rechange, donc note à moi-même, prendre au moins une petite culotte pour la nuit. Ouais, comme ça tu lâches un petit peu le cuissard quelques instants. C'est clair, c'est clair. Enfin, nuit, la sieste, parce que on rappelle, t'as fait 3 siestes de 3 heures hein, sur tes 3 jours. Écoute, génial. Bah, on a fait le tour un petit peu. Hein. L'alimentation, le sommeil, la logistique, la préparation. Il y a un truc hyper important, c'est la gestion des éclairages et des équipements électroniques. Il faut Ah bah oui, parce qu'on n'en parle poser pas. la question On vit tous avec une extension au bout de notre main qui s'appelle un téléphone portable. Mais quand on part faire 3 jours de vélo et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour recharger le téléphone, comment ça se passe? T'as une dynamo? Non, moi j'ai pas de dynamo parce que honnêtement, j'avais pas les moyens de faire équiper une roue avec une dynamo. Donc j'ai acheté une batterie externe avec une grosse capacité de recharge. Et j'avais 2 lampes avant, 2 lampes arrière, si ce n'est pas 3, parce que chez Decat, ils font des toutes petites lampes et ça pèse pas grand-chose. Donc je m'étais dit, en cas vraiment d'extrême nécessité, j'ai au moins ça en plus pour m'éclairer à l'arrière. Donc j'avais pris moi une frontale à piles avec des piles de rechange. Je m'étais dit, à n'importe quel moment, je peux me racheter des piles dans un bureau de tabac. Ça pèse que dalle et j'aurai toujours une double paire de piles sur moi et pas besoin de recharger ça en plus parce que aussi il faut avoir assez de chargeurs pour charger tous ces équipements en même temps quand on arrive à un endroit. Et des fois, si on arrive sur des bases de vie, on n'a pas beaucoup de place disponible pour charger ces équipements parce que tout le monde vient recharger plusieurs équipements. Donc, ce que je conseille grandement, c'est d'avoir une multiprise avec soi. Tu sais, les petits boîtiers avec au moins 3 prises disponibles. C'est ça. Et comme ça, on peut recharger trois équipements en même temps avec avec une seule prise. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais sur moi aussi et qui m'a sauvé la vie par moments. Voilà, des chargeurs rapides parce que on peut pas passer 5 heures à recharger ces équipements. En fait, moi, quand je m'arrêtais 3 heures, fallait que tout soit rechargé à bloc. Donc, il faut des chargeurs ultra rapides. Le téléphone, moi, pour économiser la batterie, je coupais les données cellulaires. Et je les allumais quand j'avais un petit coup de mou ou quoi et que j'avais envie de recevoir des nouvelles de ma famille ou que j'avais besoin de passer un appel. Mais honnêtement, on n'a pas vraiment besoin du téléphone. Donc si ça tenait qu'à moi, je prendrais basiquement un Nokia 3310 et puis juste pour passer des appels quoi en cas d'urgence. Puis une petite partie de Snake aussi quand de temps en temps quand tu t'embêtes, non, tu mets ça sur le prolongateur et puis c'est clair. Voilà, donc après, il faut charger le GPS. Ouais, c'est voilà le GPS, les lumières avant, les lumières arrière, la frontale, le téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, hein. voilà, La montre éventuellement, si t'as la montre en plus. Non, enfin, pas de montre. Tu parles du GPS parce que finalement sur la RAF 1000, on vous donne la trace GPX et puis vous vous débrouillez, vous suivez un tracker. Comment ça se passe? On nous donne la trace GPS en général, sur les 1000, en gros, ils ont découpé en trois traces différentes pour pas que ça pèse trop lourd et que ça puisse se charger facilement. Donc voilà, 3 traces. Pour les 2500, je crois qu'il y avait 5 ou 6 tronçons qui étaient donnés. Et en fait, on n'a plus qu'à suivre le GPS. Et avec nous, on a une balise qui permet de remonter en temps réel nos données GPS et savoir exactement où on est sur le parcours, ce qui évite aussi la triche, puisqu'il y a OPC Sécurité, ils traquent tout ça, s'il y en a qui coupent le parcours ou qui se trompent de route, parce que il y en a qui peuvent se tromper de route et donc ils nous appellent si jamais on s'éloigne trop de la trace, ils peuvent nous appeler en nous disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, tu sors de la trace, qu'est-ce qui se passe pour te faire revenir sur la trace. Donc ça c'est plutôt cool aussi
et pour des raisons de sécurité aussi. Bien sûr, parce que tu es obligé de suivre la trace. Je sais que j'avais eu à ce micro Xavier Massard, par exemple, qui avait fait la Transam. Et il te donne en gros les checkpoints, le point de départ, point d'arrivée, des checkpoints au milieu, puis après tu organises ton parcours comme tu veux. Si tu veux prendre les montagnes, les rocheuses, ou si tu veux prendre la ligne droite, c'est comme tu veux. Non, là, tu as une trace, tu es obligé de la suivre. Là, c'est vraiment défini précisément. Et ce qui est hyper bien, c'est que les 2500 kilomètres passent sur la même trace que le 1000, le 500 et le 300. Du coup, on arrive toujours à croiser quelqu'un qui est sur la Race Cross France, quel que soit le parcours, quelle que soit la distance. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est que nous, quand on a fait les 1000 kilomètres et qu'on se retrouvait avec des gars qui faisaient 2500 ou des nanas, parce qu'on en a croisé 2 qui ont fini cette course, c'est chouette en fait de faire un petit bout de route avec, de partager ce moment-là, cet échange, de s'intéresser à leur parcours et savoir si ça va en fait, parce que on doit être là les uns pour les autres aussi quoi. C'est si on a 2 couvertures de survie, c'est aussi pour porter secours à quelqu'un qui peut tomber ou à qui peut arriver quelque chose. Et donc c'est toujours être vigilant à l'autre. Et c'est cet état d'esprit que j'aime bien. C'est la course, mais on doit quand même être les uns avec les autres et penser pour les autres. Donc c'est ça qui est chouette. Écoute, en tout cas, c'est l'état d'esprit que j'aime bien. Je ne peux que valider. Plus c'est long et plus il y a d'entraide. Tu disais, là, il y a 30 secondes, vous avez croisé des filles qui étaient sur le 2005. Toi, tu as fait 370, 1000. Pendant la prépa du 1000, 350, 500, hop, 1000. Et c'est quoi la next step ? C'est le 2500 km en duo avec Elsa Lagache, la meilleure partenaire au monde, que j'ai rencontrée justement sur les 1000 km. Et donc, on se lance sur cette Race Cross France, la distance reine de cette Race Cross France, toutes les 2. Et donc, on va représenter le premier duo féminin de la RAF. Donc, c'est la première fois dans toute l'histoire de la RAF qu'il y a un duo 100% féminin. Donc, on espère qu'il y a des nanas qui vont représenter d'autres duos, qu'on soit pas les seuls. Mais pour le moment, on est les seuls et les premières. Donc voilà, la next step, c'est 2500 km en duo. Moi, quand tu dis en duo, entendons-nous bien, c'est du duo, c'est pas du relais. C'est pas il y en a une qui en fait 1250 exact. Et l'autre qui fait 1250. Vous partez ensemble et vous finissez ensemble les 2005. Voilà, et on doit se suivre tout au long de la route. Donc du début jusqu'à la fin. Du coup, le drafting est autorisé sur la 2005 en duo ? Oui, mais quand on le fait en solo, c'est interdit. On doit rouler côte à côte si on veut rouler un petit peu ensemble, mais je crois qu'on peut pas rouler plus d'1 heure ensemble parce que c'est considéré un peu comme de l'assistance. En fait, on se motive à être ensemble et tout ça, et donc ça, c'est interdit. Bah oui, être ensemble, ça évite la fracture du moral dont on parlait tout à l'heure, mais bon. C'est ça. Là, sur le duo, vous êtes obligés. Donc là, de toute façon, il y en aura toujours une qui tirera l'autre. C'est ça. Bah du coup, on va se relayer, on va se passer des relais, et puis on va pouvoir gazer un peu plus que si on était solo, quoi. En tout cas, sur du plat. Et ça, c'est combien de temps de prépa ? Tu vas me dire 9 mois, évidemment. C'est une grossesse. Franchement, ouais. Je pense que j'ai pas calculé, mais ouais, ça doit pas être loin de 9 mois. Bah, de toute façon, on aura bien compris la pattern, le template. Super. Qu'est-ce que tu as retiré de ces 2 expériences sur les 2 formats de RAF, 370 et 1000 ? Le partage. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est de partager à la fois avant, pendant et après la course. C'est-à-dire que avant, on partage. Bah, tu vois, là, je suis en train de partager avec toi, avec tous ceux qui vont écouter le podcast, mes aventures, ma préparation, mes objectifs. Pendant la course, on partage avec les locaux qui peuvent nous héberger ou nous payer à manger ou nous payer à boire, qui on va raconter le défi fou qu'on est en train de relever et qui vont être juste impressionnés de voir des gens qui sont capables de se lancer sur de telles épreuves. C'est aussi partager avec les autres coureurs des moments. On va partager, je sais pas moi,
on va s'acheter des fruits, on va partager les uns avec les autres, des gâteaux, on va partager des moments où on Des va sandwichs s'arrêter jambon aux beurre. mêmes endroits. Non, jamais, plus jamais. Des moments où on va se poser tous ensemble et juste se raconter, faire connaissance en fait. C'est dire toi tu viens d'où, est-ce que c'est ta première expérience, enfin voilà, faire connaissance. Et puis c'est partager après la course. Raconter à tous ceux qui nous ont encouragés pendant notre prépa ou reprendre des nouvelles de ceux qu'on a croisés pendant la course, parce que c'est ce que je disais sur Parole de Finisher, donc sur le compte de la Race Cross France. Je raconte que c'est juste ça qui est extraordinaire, c'est le partage avec les gens. On vit une telle expérience qu'on a l'impression vraiment de faire partie de la même famille. C'est ouf la sensation qu'on a pendant la course. C'est la famille des ultra cinglés qui font des trucs ultra fous et ultra longs. Peut-être. Certainement, très certainement. Écoute, merci beaucoup Noélie. 2 dernières questions. La première, elle est liée au nom du podcast. Je demande toujours à mes invités, surtout toi qui es passé par là, comment, à ton avis, devenir triathlète, surtout maintenant que tu as cette expérience d'ultra cycliste. Donc, au regard de cette nouvelle acquisition de compétences sur le long, sur le dépassement de soi, sur la résilience, sur passer plusieurs jours, plusieurs nuits, et ta courte expérience en compétition en triathlon, mais t'es quand même 9 mois de préparation en triathlon, comment devenir triathlète ? Wow, je pense que tout le monde peut devenir triathlète, en vrai. Il suffit juste d'avoir envie et de se lancer. Donc, que ce soit seul, en club ou d'être entraîné. Mais si on a peur, faut faire avec des gens qui pratiquent déjà. Je pense que c'est peut-être en passer par là. Et partager ça avec quelqu'un qui l'a déjà fait, avec qui on peut partager des entraînements. Et d'ailleurs, je recommande une appli qui vient de sortir, qui a été lancée par la communauté Les Bornés de Maud Baudier. L'appli s'appelle Smatchy et ça permet de lancer des rides ou des runs et de pas faire de sport tout seul. Donc ça permet de créer des événements autour du triathlon et bientôt beaucoup plus de sport parce qu'il y aura du padel, du futsal, plusieurs autres disciplines et qui permettent en fait de venir s'inscrire à des événements. Donc si on veut commencer le triathlon, on peut partager ça avec des gens qui pratiquent déjà. Écoute, c'est une réponse que je valide. Il n'y a pas encore eu une seule réponse que j'ai jamais validée, hein, mais non, je valide. Et puis, pour finir, où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on suit tes aventures ? Où est-ce qu'on t'encourage, Noélie ? Sur Instagram surtout. Donc Noélie Alexandre. Voilà, c'est là que vous pouvez retrouver mes vidéos d'entraînement au quotidien, des recettes pour de la nutrition sportive, mieux gérer sa récup. J'essaye de partager pas mal de tips et puis voilà, je serais ravie de discuter avec ceux qui ont envie d'en apprendre plus et de partager ça. Moi, je suis ultra focus partage, bienveillance et voilà. On l'aura bien compris. Je mettrai de toute façon les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode. Noélie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis j'espère que c'était une bonne expérience pour toi et qu'on se retrouvera. Alors je dirais pas sur un vélo parce que moi j'ai rangé le vélo au garage et je le ressortirai plus. Mais un de ces 4, une traversée de la France, que ce soit l'un en vélo, l'autre en courant, on arrivera bien à se croiser. Avec grand plaisir. Ouais, merci carrément. beaucoup. À bientôt Noélie. Ciao. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.